Bienvenue sur Hurrats, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Une émission où l'on parle de la condition des femmes au Maroc, d'égalité avec les hommes, d'émancipation et de liberté. Cette émission s'intéresse aussi à la créativité, à la recherche, à l'innovation, qui sont les ingrédients nécessaires d'une vraie modernité qui, rappelons-le, est une tradition qui a évolué. Aujourd'hui, nous allons parler de littérature, de culture et de livres, et de leur rôle indispensable pour permettre aux jeunes générations et aux moins jeunes de grandir, d'apprendre, de s'informer, de se cultiver et de rêver. Je reçois pour en parler Nadia Selmi, éditrice, initiatrice de l'activité Lire pour grandir, dont le but est de promouvoir la lecture et le livre auprès des enfants, et fondatrice du festival Littérature itinérante, dont elle est également présidente de l'association du même titre. Nadia Selmi, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Hurrats. C'est un plaisir. Alors, vous êtes diplômée de littérature française, vous avez enseigné le français à l'Institut agronomique, vous avez également créé en 98 Yomad, donc la première maison d'édition spécialisée dans le livre pour enfants, en impliquant des écrivains de renom tels que Labi, Zakia Daoud, Driss Shraibi et bien d'autres. Quel a été le déclic donc de ce parcours et puis ce que j'ai remarqué aussi dans votre parcours qui m'a semblé assez étonnant, c'est que vous avez été aussi une gymnaste très célèbre. Vous avez fait partie de l'équipe nationale de gymnastique quand vous étiez jeune. Ouais. Donc comment vous avez pu allier les deux, ce métier? Écoute, c'est très simple. Moi, le sport, c'est ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Je suis une droguée du sport. Et donc, c'est vrai que j'étais championne de gymnastique pendant 5 ans d'affilée. Et tout le monde pensait que j'allais travailler dans le milieu, hein, enseigner le sport, par exemple. Je sais pas. Mais le livre était à côté. Et donc, moi, j'ai penché vers le livre, même si le livre n'existait pas chez moi. Hein. Je n'avais pas de livre à la maison, comme maintenant la plupart des familles marocaines. Comment vous avez découvert alors le lecture? Je l'ai découvert par hasard. J'avais des amies, des Françaises, hein, 3 petites filles que je fréquentais. Et quand j'allais chez elles avaient une bibliothèque qui comment dire, c'était pour moi quelque chose de magnifique, les couleurs, les titres, etc., les couvertures, tout ça, ça m'attirait beaucoup. Et je les trouvais toujours allongés à plat ventre sur la moquette, en train de lire. Et puis voilà, je me suis installée une 2e fois, une 3e fois, et j'ai commencé à prêter les livres, et je suis devenue boulimique. Voilà, après je lisais tout. Il y a des choses que je comprenais, d'autres que je ne comprenais pas, mais je lisais. Et donc, le livre m'a accompagnée durant toute ma vie. Et après, j'ai fait des études littéraires. Et mes enseignants me disaient toujours, tu vas être écrivaine, voilà. Et c'est un truc qui m'a collé à la tête, écrivaine. Moi, j'adore écrire, j'écris depuis toujours. Parce qu'il y a lire, il y a aussi écrire. Absolument. Mais je pense que quand on lit beaucoup, quand on est un bon lecteur, on peut être un écrivain. Peut-être pas un bon écrivain, mais on peut être écrivain. Parce qu'au fur et à mesure qu'on lit, on emmagasine et on enregistre, si vous voulez, les formules, les mots surtout, on absorbe des quantités, et ça finit par vous donner un bagage qui peut servir à l'écriture. Je pense, ça, c'est mon avis personnel. En tout cas, vous affirmez dans un de vos écrits, parce que vous êtes très prolifique sur les réseaux, que le lecteur marocain existe, mais qu'il est exigeant, que la demande fait face à une offre faible, tout le monde écrit, tout le monde publie, c'est impressionnant comme nous avons la plume facile et l'ego démesuré. Oh là là. Alors, quelques éditeurs publient leurs amis sans tenir compte de la qualité de leurs écrits. Vous, qui êtes éditrice, alors, comment choisissez-vous vos auteurs et qu'est-ce que vous entendiez par ce poste-là? Parce qu'on sait que, enfin, on dit souvent qu'il n'y a pas de lecteurs au Maroc. On lit 3 minutes par an. Est-ce que c'est vrai? D'abord, ces 3 minutes, je ne sais pas où ils ont trouvé ces 3 minutes. Hein, je ne sais pas. Alors qu'il n'y a pas de statistiques au Maroc. Il faut qu'on le sache. C'est la grande faille du ministère de la Culture. Hein, les ministres se sont succédés, mais personne
si vous voulez. Il y a eu des tentatives, mais des statistiques qui pourraient nous dire ce que lit le Marocain, ce que ne lit pas, ce qu'il aime lire, ce qu'il n'aime pas, combien qui lit, qui ne lit pas, etc. Ça, franchement, c'est un manque énorme. Et puis, pour revenir à ce poste, hein, même si je ne me fais pas beaucoup d'amis avec ce poste... On va dire que c'est sorti du cœur à un moment. Non, mais absolument, je l'assume, hein, je l'assume. Les réseaux sociaux, je vise surtout les réseaux sociaux parce que c'est un nid qui donne naissance ou qui couve des auteurs qui apparaissent tous les jours. Il y a des écrivains qui, comme ça... Mais on ne peut pas... n'est pas écrivain qui veut. C'est un métier. C'est un métier. Et puis, c'est profond, l'écriture. Hein, c'est pas... Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'au Maroc, nous avons beaucoup de conteurs. C'est-à-dire que les écrivains, il y en a beaucoup, ou des écrivaines, qui racontent une histoire, et comme le lecteur marocain, je ne généralise pas, bien sûr, mais comme le lecteur marocain n'est pas très outillé pour juger un texte, donc pour eux, quand une histoire leur plaît, eh ben c'est une bonne écrivaine. Alors que l'écriture est très exigeante et elle est chronophage. Moi, ça me fait rigoler quand un écrivain me dit il a écrit un livre en 11 jours ou 12 jours ou même un mois. Moi, ça me laisse perplexe. Quoi. Comment il a fait? Rien que pour relire un texte, il faut du temps. Donc, voilà en général. Et puis, je pense que les éditeurs eux-mêmes doivent être un peu plus exigeants. Il y a des livres qui se publient, et ça, je n'invente rien, on peut le constater, encore avec plein de fautes, que ce soit d'orthographe, ou de frappe, ou de style, ou de syntaxe, etc. On ne peut pas se permettre de donner au lecteur un texte qui n'est pas parfait. Et alors, comment vous faites pour choisir vos auteurs? C'est quoi le rôle d'un éditeur, alors justement, quand on vient vous voir, vous allez voir les talents, comment ça se passe? Alors, l'éditeur, c'est comme un pont. C'est lui qui fait la relation entre le lecteur et l'écrivain, même s'il y a évidemment toute une chaîne entre les deux. Mais l'éditeur, même si ce n'est pas lui, je veux dire, dans les grandes maisons d'édition, ce n'est pas l'éditeur qui décide, qui va, vous imaginer le nombre de livres qu'il publie, il ne peut pas tout lire. Donc il y a un comité de lecture qui choisit, qui sélectionne, etc. Après, on passe au correcteur ou la correctrice, c'est une évidence. Chez les éditeurs marocains, il y en a beaucoup qui sautent cette phase-là, ou alors on donne à un enseignant parce qu'il est enseignant à la fac, ou il peut corriger. Donc il est supposé savoir... Non, la correction de l'édition, c'est un métier à part. C'est pas n'importe qui ne peut pas corriger. On peut corriger les fautes d'orthographe, par exemple, mais pas... Vous savez, c'est un travail, hein. Le texte, on le travaille. C'est comme le secrétariat de rédaction dans un magazine ou dans un journal. Tout à fait, absolument. C'est un métier à part entière. Tout à fait. Oui. Alors, pourquoi les enfants? Vous avez lancé plusieurs initiatives et non des moindres dans ce domaine. On vous a même surnommé la chevalière de la littérature. Vous avez été récompensée par la République française qui vous a gratifié des insignes de chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Avant de parler de ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire littérature itinérante, j'aimerais qu'on revienne justement sur l'aspect des enfants, donc lire pour grandir. Oui. Alors, pourquoi? Je vais vous raconter 2 histoires. J'adore ça. D'abord, comment j'ai accroché pour les enfants, c'était au Salon du Livre de Casablanca. Une classe est arrivée, si vous voulez, sur mon stand, et un petit garçon me demande le prix du livre. On voit tout de suite la classe sociale à laquelle appartiennent ces enfants, hein, ne serait-ce qu'à travers leurs vêtements. Donc j'ai vu, et le livre coûtait 30 dirhams, je lui ai dit, c'est 20 dirhams. Il sort 2 dirhams de sa poche et il me dit, vous me les laissez à 2 dirhams. Vous savez, ça, dans ma tête, ça a tourné à une vitesse. Je me dis, si je donne à toute la classe, ils sont 40, j'avais pas assez. Est-ce que je le donne à l'institutrice? Est-ce qu'elle va en faire un bon usage? Est-ce qu'elle va justement le lire aux enfants? Si je lui donne à lui, que je ne donne pas aux autres, vous savez, les enfants, non, on ne peut pas. J'ai dit non. Alors il est parti, il a fait un tour et il est revenu avec 1 dirham de plus. Je me dis, maintenant j'ai 3 dirhams.
C'est mignon. Hein. C'est mignon, mais c'est émotionnellement, Oui, c'est dur. C'est fort, Ouais. c'est fort. Eh bien, je me le suis jamais pardonné, parce que je ne lui ai pas donné le livre. Et depuis, en tout cas, ce garçon, c'est comme s'il est venu pour me dire, voici ton chemin. Réveille-toi. Voilà. Et bien, depuis ce jour-là, je travaille pour eux, c'est-à-dire pour la classe démunie. Et c'est pour ça que je fais des séances de lecture gratuites aux enfants, tous les dimanches. J'ai même développé ça dans 15 villes du Maroc. C'est, en fait, un moment de partage et où les enfants apprennent à aimer le livre. Parce que ce qui nous réunit dans ces séances de lecture, c'est le livre. Et puis, je ne reçois pas les enfants seuls, je reçois les enfants avec leurs parents. Pourquoi les parents? D'abord parce que je ne suis pas une garderie. Je peux pas les parents, je sais, ils veulent se débarrasser de l'enfant, ils vous le laissent et puis ils repartent. Non, je veux... Pour les appliquer aussi. Absolument. Et donc, pour installer une tradition de lecture dans les maisons, dans les foyers. Voilà. C'est-à-dire que ces enfants qui lisent avec moi, avec leurs parents, avec des bénévoles ou tout seuls, en tout cas c'est libre, il faut qu'une fois à la maison, eh ben, ces enfants... C'est une drogue, en fait. Il faut Absolument. les rendre Ben addicts. voilà. Et ils demandent aux parents, et les parents, ils sont obligés de lire, parce que c'est les enfants qui vont les amener vers la lecture. Et pourquoi me spécialiser dans le livre pour enfants? J'étais à Paris, au Salon du Livre, et à Paris, on a toujours un stand commun des éditeurs marocains. Et on avait exposé, je n'étais pas encore éditrice à l'époque, je m'occupais d'une revue culturelle qui s'appelait Il paraît au Maroc. Je recensais les parutions, donc ce qui me mettait en fait en contact avec le réseau toutes les nouveautés voilà. Et donc on n'avait pas un seul livre pour enfants sur le stand. Et les gens demandaient. Donc il y avait une demande. Bien sûr. Et là, je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et la même année, j'ai créé Yomad. Et voilà, elle existe jusqu'à aujourd'hui avec tous les obstacles, les avantages et pas qu'inconvénients. Combien de livres vous avez édités à peu près À peu près 80 jusqu'à maintenant. 80 livres. Oui. Et est-ce que ça marche, ça fonctionne? Il y a une réponse à cette offre? Il y a une réponse. Bon, elle n'est pas financière, hein, qu'on soit clair. Ça, j'entends bien. Mais déjà publié... Vous savez, le livre pour enfants, il existe au Maroc depuis toujours. Les librairies, il y en a énormément. Mais c'est des livres qui sont importés. Et qui dit livres importés, des cultures importées aussi. Je ne suis pas contre les cultures étrangères, évidemment, c'est une richesse. Mais un arbre, pour qu'il pousse, il a besoin de planter racines. Et l'enfant, c'est pareil. Il faut qu'il plante ses racines dans sa culture d'abord et aller vers les autres ensuite, ou alors les deux en même temps. Mais en tout cas, sa culture doit être là. Et c'est le but de Yomad, c'était ça. C'est-à-dire avoir des livres locaux qui parlent du Maroc, de la tradition marocaine, de nos figures historiques. Voilà. Ce que j'ai apprécié, ce que j'ai aimé, enfin je ne sais pas si c'était votre intention, mais en tout cas, faire appel à des écrivains qui sont quand même incontestables, comme Driss Chaibi, Labi, etc., pour faire des livres pour enfants, je trouve que c'est beaucoup de respect pour les enfants aussi. Oui, bien sûr, parce que d'abord, Labi, il avait déjà publié pour enfants. Quand je les ai sollicités, aucun n'a dit non. À part Fouad Laroui, je raconterai son histoire. Mais en tout cas, le premier de mon catalogue, celui qui a ouvert le catalogue, c'est Driss Chaibi. Et Driss Chaibi, j'ai fait 3 livres avec lui. Et c'est lui qui m'a demandé d'être publié par Yomad, parce que je l'ai rencontré au Salon du Livre à Tanger, et je lui ai parlé, j'avais fait mon travail universitaire sur son œuvre, et je lui ai dit, voilà, j'ai l'intention de créer une maison d'édition pour enfants. Il m'a dit, je serai ton premier auteur. C'est magnifique. C'est très bien. Voilà, j'ai commencé bien. Après Fouad Laroui, on s'est rencontrés au Salon du Livre encore de Paris, et je lui ai dit, ça te dirait d'écrire pour les enfants? Et il m'a dit, non, pas du tout. D'abord, je ne sais pas parler aux enfants. J'ai pas d'enfant, donc. Et puis, ça peut se justifier, s'argumenter. Ah oui, tout à fait. Mais le soir même, il m'appelle pour me dire, écoute, je suis chez un ami. Ça l'a travaillé. Je suis chez un ami, il est en train de préparer le dîner, je m'occupe du gamin qui a 8 ans, je lui raconte des histoires, je suis partant pour le livre. Et c'est comme ça qu'on a fait 2 livres ensemble. Ah, c'est joli comme voilà, anecdote. C'est des rencontres, c'est des hasards, c'est... Voilà. Et puis...
tous ces écrivains, ils ont le souci de développer aussi la littérature et la culture marocaine pour l'enfant, parce qu'il n'y a rien pour lui. Il est dans le désert absolu. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre, il n'y a rien. Il vit sur la marge de la société et une fois adulte, on le fait entrer à l'intérieur. Alors Nadia, vous êtes hyper active, hein, parce que entre ces initiatives-là, votre maison d'édition, votre travail donc en tant qu'éditrice, Lire pour grandir, enfin je ne sais pas quand est-ce que vous avez le temps de vous reposer, et puis là vous êtes en train de nous concocter le festival littérature itinérante qui va avoir lieu donc le 1er octobre à Fès, où 40 auteurs sont invités à débattre avec le grand public qui aura la chance de pouvoir les rencontrer, l'entrée est gratuite, donc c'est un vrai festival de la lecture. Donc comment vous est venue l'idée? Encore une fois. Et vous êtes combien à faire ce travail? On n'est pas nombreux du tout. Bon bref, moi c'était une visite que j'avais faite à la Marina. Il y a 5 ans, je pense que c'était 2017, il y avait au bord du Bourg-Greg, il y avait comment on appelle ça, des ateliers d'artistes. Et puis quand je suis jamais allée, hein, je suis allée avec une amie pour faire un lire pour grandir là-bas. D'accord. Vous voyez, donc finalement, c'était pour les enfants que je suis Une chose amène l'autre. Absolument. Et donc quand j'ai vu l'espace, je me suis dit, mais c'est magnifique, il faut faire quelque chose ici. L'idée qui m'est venue tout de suite, c'était des écrivains. Pourquoi pas des dédicaces d'écrivains? Et donc, je suis allée voir un par un les artistes. Je leur ai dit, si j'amène des écrivains, est-ce que vous pourrez leur offrir une petite table juste devant l'atelier pour dédicacer des livres? Moi, je ferai un peu de communication. Et voilà. Ils ont tous dit presque oui. Et au fur et à mesure que je préparais, la chose prenait des dimensions, mais incroyables. Ça vous a dépassé? Ça m'a dépassé, absolument. J'ai préparé l'événement en 3 semaines. Je suis arrivée à 40 écrivains. Bon, il n'y avait pas d'étrangers, il n'y avait que des Marocains. Ça s'est fait vite fait. Et ça a été une réussite extraordinaire. Il y avait 12 mini, je veux dire, le truc a dépassé le milieu des lecteurs pour arriver justement aux gens qui dirigent, etc. Et là, on a atteint les 3000 personnes en 2 heures de temps. Et c'était la première fois, croyez-moi, que je vois des files pour des dédicaces. Je voyais ça dans les salons étrangers. Et je me disais, mais quand est-ce que je verrai ça au Maroc? C'est beau, ça. Et je l'ai vu au Maroc. On l'a vu au Maroc. C'est pour ça que vous dites que le lecteur existe. Bien sûr qu'il existe. Le lecteur existe. Alors, justement, l'originalité de cette activité, c'est de prendre le livre et aller vers le lecteur. Ce n'est pas le lecteur qui vient. Parce que nous, on prend, si vous voulez, les 40 écrivains avec leurs livres et on va dans la rue. Quand je dis la rue, c'est un lieu public. C'est l'espace chargé de symboles. Hein, parce que la Koutoubia, vous savez ce que c'est. On a ramené quand même le livre après 10 siècles d'absence à la Koutoubia. La Marina, c'était exceptionnel. Casablanca, au bord de la côte. Et donc Fès, là? Fès, Jnensbil. D'accord. Jnensbil, vous ne pouvez pas parler de Fès sans parler de Jnensbil. Ouais. Voilà, c'est un espace, ça sera ouvert à tout le monde. Ceux qui lisent, ceux qui ne lisent pas, tout le monde peut venir. Parce que même ceux qui ne lisent pas, quand ils viennent au contact du livre, vous savez, le livre, il est contagieux malgré tout. Une fois qu'on l'a touché, croyez-moi, ou qu'on a vu l'écrivain surtout, eh ben, ça continue à tourner dans la tête. C'est une drogue saine. Absolument. Et après, on devient drogué. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement faire des drogués. D'accord. Alors, 40 écrivains, 20 femmes, 20 hommes? Vous avez respecté la parité. Parité, madame. Ça n'a pas été difficile de trouver 40 auteurs ou bien, en fait, c'est aussi à l'international? Non, vous savez, les auteurs, il y en a. Hein, quand vous êtes sur l'international, vous en avez. En plus, maintenant, vu l'image qu'a dégagée et la notoriété qu'a maintenant ce festival, on a des auteurs qui se proposent eux-mêmes. Donc, il faut vraiment fermer les yeux pour ne pas faire le festival. Et donc, après, dans le tas, on choisit. Moi, je veux, ou nous, 20 femmes, 20 hommes
il faut quand même que la littérature soit le symbole aussi de la parité. On ne va pas mettre plus d'hommes ou mettre plus de femmes. Non, moi je suis quelqu'un de très classique. Vous êtes féministe alors, Nadia? Ça dépend ce qu'on veut dire par Vous n'aimez pas cette étiquette. Je le sais, vous l'avez publiée. Non. Mais moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi. Vous avez bien fouiné, hein, quand même. Non, je vais vous dire, quand on veut dire par féministe quelqu'un qui déteste les hommes ou qui met de côté tout à fait l'homme, moi, non, je ne suis pas féministe. C'est pas ça, non. Non. Quand c'est pour dire on va se battre pour l'égalité des droits hommes-femmes, oui, je suis féministe. Mais bien sûr, la femme, que ce soit dans le monde arabe ou même ailleurs d'ailleurs, mais au Maroc, elle a encore du chemin dans ses droits. Elle a encore du chemin. Justement, Sa Majesté, dans son dernier discours du 30 juillet, a parlé de la nécessaire réforme du Code de la famille qui va changer. Pour vous, quels sont les points importants qui doivent absolument être revus, abolis, complétés Écoutez, chaque société évolue. Le Maroc ne fait pas exception. Il évolue aussi. Et donc, il y a 20 ans maintenant que la Modouana a été réformée, mais il y a des choses à revoir. Par exemple, la chose qui me tient à cœur le plus, c'est l'héritage. Je ne vois pas pourquoi une femme qui maintenant dans une famille ou dans un foyer, elle sort le matin comme son mec, elle rentre le soir comme son mec, elle travaille, elle participe, mais pourquoi après on dit « eh ben toi, tu auras la moitié et lui, il aura une part entière ». Je trouve ça d'une injustice foudroyante pour moi. Et surtout qu'elle doit travailler plus que lui, vous savez. Hein, pour faire ses preuves. À la maison en plus, elle rentre, elle va préparer le dîner, elle va s'occuper de ses enfants, elle va... Bon, c'est vrai qu'il y a des hommes aussi qui participent, mais je pense qu'ils sont rares. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Il n'y a qu'à voir dans la rue. Est-ce que vous voyez un homme tirer une poussette d'enfant? Il y en a quelques-uns le dimanche au parc, quand même. Oui, les jeunes non, je parle dans la rue. Est-ce que vous avez déjà vu un homme tirer une poussette? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire, mais d'abord, est-ce qu'on a des trottoirs pour une poussette? Ça, c'est une autre histoire. C'est autre chose. C'est pas évident. On est dans un autre débat. Voilà, un autre débat. Donc, mais bon, même s'ils existent, ils sont vraiment très, très, très rares. Ou ceux qui portent un bébé, ils sont rares. Donc, on a encore du chemin à faire vers les droits des femmes. Beaucoup. Vous parlez des enfants. Alors justement, il y a cette histoire du mariage des mineurs. Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, devrait être totalement interdit ou soumis à des exceptions? Non, pas d'exception. Interdiction? Oui. Moi, je pense qu'une femme, elle n'est pas complète avant l'âge adulte. Ni physiquement, ni intellectuellement, d'ailleurs, les deux. Mais quand je vois qu'on dit « Ah non, pour des familles, il faut faire des exceptions, on peut marier la fille à 13 ans, on peut... » Surtout que en général, c'est des familles qui habitent dans le rural. C'est ça. Mais vous imaginez une fille de 13 ans enceinte, vous imaginez la torture pour son corps déjà, ne parlant pas de l'esprit, mais c'est une gamine qui va avoir un gamin ou une gamine. Et c'est ça, c'est 2 enfants. Mais voilà, il y a des injustices encore. Et il faut absolument... j'espère que, en tout cas, Sa Majesté, heureusement qu'il est là pour cadrer un peu les choses et faire de ce pays un pays qui rayonne, parce qu'il en a besoin. Exactement, et davantage d'égalité entre les hommes et les femmes et de parité, parce que c'est déjà inscrit dans la Constitution de 2011. Bien sûr. Alors, cette émission touche à sa fin, Nadia, déjà. C'est déjà? Oui. Vous voyez que ça passe très vite. Très vite, absolument. Et donc, je pose la question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que pour vous la liberté? Je sais que vous êtes une femme très libre, Nadia. Libre, je ne sais pas si on est libre. Il y a la liberté, il y a les libertés. Hein? Il faut, tant que, je vais me prendre moi en tant qu'exemple, par exemple, est-ce que j'ai la liberté de m'habiller comme je veux? Est-ce que j'ai la liberté de dire ce que je veux? Est-ce que j'ai la liberté d'aller là où je veux? Est-ce que j'ai la liberté de créer ce que je veux? Non. Ça, c'est la liberté d'action, on va dire. D'action, parce que c'est vrai que je veux cette liberté, sans, évidemment, toucher à la liberté des autres. Ça, c'est une évidence. Mais la liberté, elle m'est très chère.
Et il y a beaucoup qui sont morts pour ce mot Mhm. et pour cette action. Hein. Ils ont donné leur vie pour que nous, on soit libres. Donc, la liberté, qu'est-ce qu'on peut être si on n'est pas libre? C'est que les animaux qu'on enferme. Oui. Et pas que matériellement et réellement. Je parle même spirituellement, intellectuellement, etc. Donc, la liberté. Et je pense qu'on ne réalise la liberté que quand on en est privé. C'est vrai aussi. D'ailleurs, vous avez fait un passage très beau auprès des prisons, justement, pour leur apporter un vent de liberté avec, oui. avec les livres. Oui. Alors, je voudrais dire deux petits mots. Deux Oui. mots. C'est que l'un des prisonniers, c'est quelque chose qui m'a vraiment Donc, touchée. on rappelle, donc vous avez fait une visite avec vos livres Oui, plusieurs... on alimente ces littératures itinérantes toujours, on alimente les bibliothèques dans les prisons. On en a fait quelques-uns, donc on fait une collecte de livres et on alimente les bibliothèques des prisons. Et il y en a un qui m'a dit, vous savez, madame, en pleurant, hein, mais franchement, vous nous avez ouvert les portes de la prison pendant 2 heures. Voilà, la liberté. C'est beau. C'est-à-dire, il a pu rêver, s'évader dans sa tête. Absolument. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Nadia Salmi, pour la qualité de vos réponses. C'était un moment très bref et très agréable. Un peu intense. Exactement. Je rappelle donc que vous êtes éditrice et que vous êtes une citoyenne engagée, militante de la culture avec un grand C, et que vous êtes également la présidente donc, du Festival Littérature itinérante qui aura lieu donc, le 1er octobre à Fès, à Genensbiel, avec la présence de Si vous permettez, je veux juste un grand merci à tous nos partenaires d'avoir permis la réalisation de ce festival aussi. Et j'espère qu'il y en aura d'autres dans le futur pour pouvoir en faire un événement encore plus important. Je rappelle que vous êtes éditrice, citoyenne engagée, militante de la culture avec un grand C et que vous êtes la présidente du festival Littérature itinérante. C'est la 4e édition. Elle aura lieu à Fès le 1er octobre en présence de 40 auteurs, hommes et femmes, donc parité oblige. Ça se passera à Genensbiel et j'espère que le public sera nombreux à vous soutenir et on espère que les partenaires seront encore plus nombreux à l'avenir. Merci à tous nos partenaires d'avoir permis la réalisation de ce festival. Merci à vous, Nadia, pour ce que vous faites pour le livre au Maroc. Merci beaucoup. Cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, avec une autre personne et une autre thématique. Bonne continuation des programmes sur M24.